On était tannés. Il y avait trop de festivals dans le marché. On a donc créé le Poudre Fest. Et cette année, c'est la 13e édition. On est devenu le meilleur festival de musique au monde en utilisant des bons groupes diversifiés qui viennent pas jouer partout ailleurs à toutes les années. Vulgaire Machin, Frank Turner, Voivod, Subhumans, Fucked Up, Drug Church, The Slackers, No Bro, Sam I Am, Tim Berry, American Steel et des centaines d'autres. 3 jours de spectacles gratuits dehors, ouverts à tous, et en plus, des spectacles individuels en salle avec le passeport 3 jours. Depuis 15 ans, nous avons des dizaines de milliers de festivaliers et artistes satisfaits. Visitez poudzafest.com et essayez-le vous aussi. Poudzafest. Présenté par la Brasserie de l'Âme et Pit Caribou. Alright. C'est ici Alex. C'est juste pour te dire que l'épisode de cette semaine est une présentation de Émérite Époxy. Pour une durabilité exceptionnelle et travail de qualité, pour tout plancher de garage, sous-sol ou pour réparer du béton altéré, pensez Émérite Époxy Inc. Contactez-les par Facebook ou courriel à emeriteepoxy@outlook.com. Merci tout le monde et bon épisode. December heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du crime. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui, je suis en compagnie du charmant et élégant. Toujours. Dans un beau petit polo. Monsieur, le seul, unique. Il est souriant en plus. J'ai des hot dogs. Papy Joe. Et des beaux hot dogs. Des beaux hot dogs. Les hot dogs. Shirt de boxe. Ouais, mais c'est confortable. Shirt de boxe, c'est polo dog. Faut intimider l'adversaire. On t'a jamais vu aussi élégant. Exactement. Il manquerait juste le nœud papillon en bois. Ouais, je l'ai pas emmené, je l'ai oublié. Mais je pense que mon collet aussi est trop slack pour pouvoir avoir un nœud papillon. Ouais, c'est vrai que c'est décontracté. C'est pas un polo à mettre cravate ou nœud. Non, c'est ça. C'est décontracté. Joue au golf. 5 à 7, ouais. Joue au golf. Ouais. Un petit 12 trous, là. Mini-pot. Tabarnak, c'est plate, le golf. C'est pas vrai, ça, papy. C'est un sport de vieux. Sinon, belle semaine, Papy Joe, belle semaine. Correct. Correct. Ouais, genre qu'elle finisse. Ben, c'est la vie. C'est la vie. Hein? On travaille. C'est la vie. Mais oui, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On a toujours le choix. Mais, ouais. Les solutions alternatives sont très minimes. C'est ça. Bon, hey, Papy Joe, de quoi tu nous parles aujourd'hui dans notre cher épisode de Du crime à mes oreilles? Aujourd'hui, on se penche sur un album d'un groupe de Chine, Black Kirin. Black Kirin. Oui. Je connais pas. Moi, C'est-tu aujourd'hui qu'on apprend que tu essaies d'apprendre le mandarin? fuck non. Non? Non, vraiment pas. Pas après que j'ai dit le nom des membres. Vraiment pas. Il a été formé en 2012 de 5 membres que je vais essayer de les prononcer. On a Zhang Qing, qui est à la guitare. Feng Zhang, qui est aussi à la guitare. All right. Yue Wei, à la basse. Puis on a Filt au vocal. Et il y a quelqu'un que c'est en idiogramme son nom. Fait que j'ai pas vraiment pu le traduire ou quoi que ce soit. Là. Fait que lui est au drum. Fait que c'est les 5 membres. OK. Ils sont dans le style Black Folks Metal. La composition des chansons est très complexe et atmosphérique. Ils ont 3 albums actifs. En 2015, National Trauma. En 2016, un album que j'ai pas été capable de traduire parce que c'est encore en idiogramme de mandarin, là, je comprends pas. Puis même Google, il avait pas l'air à me sortir rien. Fait que j'ai arrêté là. Et
2017. Des grosses recherches. Ah, Moi, je comprends rien. Google comprend rien. Fini. Fini. Ça veut dire que ça ne peut pas exister. Et 2017, Nankin, je ne sais pas comment le prononcer. En français, les deux se prononcent Nankin ou Nanjin. Puis, Nanjin Massacre. Fait qu'on va se pencher sur cet album-là de 2017 de Nanjin Massacre. Bon, je viens de se faire la phrase. Alors, retournons dans le temps titiller la fibre nostalgique, car, tout le monde le sait, c'était mieux avant. Quand la Chine, quand la Chine et le Japon ne vivaient pas une époque de fraternité. Tout ça garni d'un bourrage de cerveau, car il y a du stock en masse à déballer sur la table. Ben, je suis content, hein? T'as l'air d'être arrivé avec plus que 2 feuilles aujourd'hui. Ouais, mais c'est comme un C'était rapide, le dernier. Une petite rapide une fois de temps en temps, là, sur le bord du comptoir, c'est agréable, ça? Non? Faut vivre le moment? Ouais, ben pour un retour. C'est un retour paresseux, je l'avoue. Mais c'est à cause que j'étais en train de faire lui en même temps, puis j'avais pas fini, fait que j'ai fait comme regarde, on va faire lui. Ah ouais. Fait que on commence les hostilités en septembre 1931. L'armée impériale japonaise envahit le Mandchourie, une province de la République de Chine, à la suite d'un attentat perpétré contre une voie de chemin de fer appartenant à une société japonaise. Cet attentat, l'instant de Mukden, réalisé par les Japonais eux-mêmes pour justifier l'invasion, marque le début de la conquête de la Mandchourie par le Japon. En 1932, l'empereur Hirohito approuve la nomination d'un gouvernement fantoche avec à sa tête le dernier empereur de la dynastie Qing, de son petit nom Puyi, dans cette province chinoise, renommée Manchukuo ou Manchukuo. C'est que j'aime ça quand tu te la donnes facile. Là. Ah ouais, le mandarin traduit en français, c'est parfait. Fait que là, on fast-forward plusieurs hostilités qui se passent, genre les gens s'aiment pas, tout ça. Fait que là, on s'en va en 1937, 6 ans plus tard. 6 ans de pire hostilité et de haine envers deux peuples. Après l'incident du pont Marco Polo, Hirohito donne son accord à l'invasion du reste du territoire chinois, ce qui conduit à la Seconde Guerre sino-japonaise. En août 1937, l'armée japonaise assiège Shanghai où elle rencontre une forte résistance et subit de lourdes pertes. La bataille est sanglante pour les deux camps qui se battent au corps à corps en milieu urbain. À la mi-novembre, les Japonais prennent possession de Shanghai avec le soutien des bombardements de la marine. L'état-major à Tokyo décide dans un premier temps de ne pas étendre la guerre à cause des pertes sévères et du faible moral des troupes. Toutefois, le 1er décembre, ils ordonnent à l'armée du centre de la Chine et de la 10e armée de prendre Nanjing, alors capitale de la République de Chine. Fait que là, j'essaie de placer le monde sur une carte. Là. T'as le Shanghai qui est comme sur le bord de l'eau, qui a été envahi. Puis là, ils font comme, hey, t'as la capitale juste un peu plus loin. On va y aller. On rentre dans le territoire. On y va! Puis il y a... Ah! Calme-toi. Tu criais de même, tu penses? Ah, sûrement. C'est Kasaki! Ouais, non. Non, je sais pas. On va essayer de pas imiter les Chinois. Ben, c'était les Japonais, mais c'est pas grave. Ouais, les Japonais. Tant qu'à faire, hein. Trompe-toi. Ouais, Hein? J'essaie d'être correct. Après avoir perdu la bataille de Shanghai, Chiang Kai-shek sait que la chute de Nankin est une question de temps. Avec ses conseillers, il se rend compte qu'il ne peut pas risquer l'anéantissement de ses troupes d'élite dans la défense symbolique, mais sans espoir de la capitale. Afin de préserver son armée pour de futures batailles, la plupart des soldats se retirent. La stratégie de Chiang suit les recommandations de ses conseillers allemands qui lui préconisent d'attirer l'armée japonaise à l'intérieur de la Chine en utilisant son vaste territoire comme force défensive. Chiang planifie donc une guerre de position en usant des Japonais dans l'arrière-pays. En usant, pas en utilisant, mais en usant. C'est quoi qu'il y a? Ah, OK, peut-être un petit peu plus comme ça.
Tu m'entends? Ouais, mais c'est juste parce que tu lis comme ça. Fait Ouais. qu'on va juste essayer de l'enligner au moins Ouais, c'est bon. devant. J'aime ça quand tu m'enlignes quelque chose dans la bouche. Quoi? On y retourne? Après avoir perdu la bataille de Shanghai... Ah non, ça, je l'ai dit. OK. Laissant le général Tang Changji s'occuper de la ville pour la bataille de Nankin, Chiang et la plupart de ses conseillers s'enfuient vers Wuhan. La ville devient momentanément... C'est en français, celle-là. La ville devient momentanément la capitale du gouvernement où il reste jusqu'à y être attaqué 1 an plus tard. Repousser le mal à plus tard. C'était ça la stratégie chinoise. Je m'excuse, j'étais arrivé pour le dire, le mot, puis ça n'a pas voulu sortir. Non plus, c'était pas vraiment mieux. J'ai voulu rire de toi en disant le mot, puis j'aurais pas été mieux. Je m'excuse. Fait que le Chemitang déclare à Chiang que la ville n'abdictera pas et combattra jusqu'à la mort. Tang rassemble environ 100 000 soldats, la plupart des Bleus, dont des troupes chinoises qui ont participé à la bataille de Shanghai. Fait que, tu sais, ils sont un petit peu usés. Afin d'empêcher les civils de fuir la ville, parce que, tu sais, quand tu sais que la ville va être assiégée, tu conserves les civils à l'intérieur pour les protéger. Il ordonne à ses soldats de garder les portes de la cité, comme Chiang le lui a demandé. Les forces de défense bloquent les routes, détruisent les bateaux et brûlent les villages voisins afin d'éviter une fuite massive. Ouais, parce que l'ennemi, c'est les Japonais, ça a l'air. Oui, mais c'était vraiment les Japonais, mais en tout cas. Le gouvernement est déplacé le 1er décembre et le président fuit le 7 décembre, laissant le sort de Nankin aux mains d'un comité international dirigé par John Raby. J'entends déjà de qu'est-ce que c'est ça. Ça sonne pas chinois comme nom. Vous avez raison. John Raby est un homme d'affaires allemand et un dirigeant local du parti nazi en Chine. Ça sonnait pas très allemand non plus. Non, c'est peut-être ma prononciation. Mais ouais, c'est ça. Ça fait bizarre que c'est un représentant nazi parce que peut-être à cette époque-là, les nazis n'étaient pas encore méchants, en guillemets. Là, on s'entend. Là. Peut-être. Mais au Japon, tu dis? Non, c'est en Chine. En Chine, OK. Ouais, parce que oui, les Japonais ils ont été alliés des Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Mais là, c'est la Chine qui est comme... En tout cas, c'est peut-être des affaires politiques que je comprends pas encore. Le 7 décembre, l'armée japonaise diffuse un ordre à ses troupes. Tu sois mieux préparé la prochaine fois. Hey, j'ai déjà fait un popé background, là, je peux pas revenir encore plus loin que ça. Oh, ça va finir genre à l'endoctrinement chinois du communisme. C'est quoi là? J'ai aucun respect dans mon travail. Je recommence. Retour à la ville. Le 7 décembre, l'armée japonaise diffuse un ordre à ses troupes avertissant que la prise d'une capitale étrangère est capitale. Ah, jeu de mots. Elle avertit aussi les soldats qui se livreraient à des actes illégaux, des actes déshonorants, qui pourraient blesser l'armée japonaise, pillage ou incendiaire, seraient sévèrement punis. J'aimerais qu'on se souvienne que tous ces actes-là seraient sévèrement punis. On continue. Les militaires japonais continuent à avancer, brisant les dernières lignes de résistance chinoises. Ils arrivent au pied des murs de Nankin le 9 décembre. Le matin du 9 décembre, les militaires lâchent des prospectus sur la ville réclamant la reddition de Nankin dans les 24 heures, menaçant de son anéantissement en cas de refus. Résumé de ce qui était écrit, un petit résumé. L'armée japonaise, forte d'1 million de soldats, a déjà conquis Changshu. C'est devenu sur un narratif épique. Ah oui, c'est épique, là, c'est l'armée japonaise. 2 millions de soldats! Ben oui, il faut que ça sonne, genre, c'est un prospectus qui sonne, genre, qui montre qu'on est meilleur que vous autres. Le ton a tellement changé en 2 secondes. L'armée japonaise n'accordera aucune grâce à ceux qui offrent une résistance, les traitant avec une extrême sévérité, mais ne causera aucun dommage aux civils ou militaires chinois qui ne manifestent aucune hostilité. Notre désir le plus cher est de préserver la culture de l'Asie orientale. Si nos troupes continuent de combattre, la guerre à Nankin est inévitable.
La culture qui perdure depuis un millénaire sera réduite en cendres et le gouvernement en place depuis 10 ans va s'évanouir dans la nature. Ouvrez les portes de Nankin de façon pacifique et obéissez aux instructions suivantes. Et il y a des instructions, mais je ne les ai pas toutes marquées. T'as-tu des exemples d'instructions? Ben, c'est rendre les armes, genre aucun signe d'hostilité, un peu comme qu'il disait au début. Tu es en train d'improviser? Non, c'est ça qui était marqué, mais c'était pas super intéressant. J'étais Okay. comme ça, c'est important, mais le restant, à un moment donné, c'est pas ça que le monde sont venus savoir, genre comment le monde se rende. Mamie Pam, c'est pas ça qu'elle attend. Non, mais Elle doit avoir hâte que ça commence. en tout cas, après cet épisode-là, j'espère qu'elle va se sentir mal. Parce que moi, je me sens mal de le faire. Oh, tabarnak! Ouais. C'est... Dans tout ce que j'ai... À date, dans tout ce que j'ai dit, je pense que c'est un des pires. OK. Pendant ce temps... T'as hâte, hein? Je suis nerveux. Je suis nerveux, mais il faut que je passe les choses, il faut que je mette les choses en place. C'est pour ça que ça a 18 pages. 8? 7-8. Ouais. Pendant ce temps, les membres du comité contactent Tang et suggèrent un cessez-le-feu de 3 jours, durant lesquels les troupes chinoises pourront se rendre sans combat, pendant que les Japonais garderaient leur position. Le général Tang accepte cette proposition à condition que le comité international obtienne la permission du généralissime Chiang Kai-shek, c'est celui le premier qui s'est comme poussé, hein, qui a fui vers le Hongkou, où il est temporairement déplacé le siège militaire 2 jours auparavant. John Rabe monte à bord de la canonnière américaine Panay le 9 décembre et envoie 2 télégrammes. Le premier à Chiang par l'intermédiaire de l'ambassadeur américain à Hankou. Fait qu'on s'entend encore, il y a un ambassadeur américain qui a accepté de parler avec un représentant nazi. Ouais. C'est une autre époque, là. Et le second aux autorités militaires japonaises à Shanghai. Le lendemain, il apprend que Chiang a ordonné que Nankin soit défendu jusqu'au dernier homme et a refusé la proposition. Les Japonais attendent une réponse à leur demande de reddition, mais les Chinois ne donnent pas suite à cette demande jusqu'à l'échéance. Le 10 décembre, le général japonais Iwane Matsui attend 1 heure supplémentaire avant de finalement donner l'ordre de prendre Nankin par la force. L'armée japonaise se lance à l'assaut de Nankin à partir de plusieurs directions. La 16e division attaque 3 portes à l'est, pendant que la 6e division et la 10e armée lancent l'offensive à l'ouest. Et la 9e division avance entre les 2 autres fronts. Fait que c'est ça. Ils ont décidé de... On va prendre la ville. Il y a de la tactique. Il y a de la tactique, puis il y a du monde qui rentre là-dedans. Là. 1 million, t'as dit? Je sais qu'est-ce qu'ils disaient, là, mais ils ont peut-être gonflé les chiffres pour avoir l'air plus important, mais disons qu'ils étaient... Ils sont une gang, là. Ils sont une gang. Le 12 décembre, c'était ma fête. Sous le feu de l'artillerie lourde et des bombardements aériens, le général Tang Xi ordonne la retraite de ses hommes. La suite n'est que chaos. Certains soldats chinois dépouillent des civils de leurs habits dans une tentative désespérée de se fondre parmi eux. Et plusieurs autres sont exécutés par leur hiérarchie chinoise alors qu'ils tentent de fuir. Ça va bien, hein? Le 13 décembre, les 6e et 116e divisions de l'armée japonaise sont les premières à entrer dans la cité, rencontrant peu de résistance militaire. Peu après, la 9e division entre près de la porte Guanhua et la 16e division par les portes Chongshan et Taiping. Le même après-midi, 2 flottilles japonaises débarquent des troupes sur les 2 rives de Yangtze-Jiang. Nankin est aux mains des Japonais à la tombée de la nuit. Les troupes japonaises poursuivent les unités de l'armée chinoise qui battent en retraite, d'abord dans les environs de Xiangchuan, au nord des murs de la ville et autour de la montagne pourpre à l'est. Bien que les récits populaires suggèrent que la phase finale de la bataille consiste à un carnage des troupes chinoises par les Japonais, certains historiens nippons affirment aujourd'hui que les militaires chinois restant constituaient une menace sérieuse pour les Japonais. Par la suite, le prince japonais Asaka a dit à un correspondant de guerre qu'il était dans une situation périlleuse quand ses quartiers généraux ont été attaqués par les forces chinoises dans leur fuite à l'est.
De l'autre côté de la ville, la 10e compagnie du 45e régiment rencontre environ 20 000 soldats chinois qui font route vers le Xiangquan. L'armée japonaise conduit ensuite une opération de ratissage aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone de sécurité de Nankin. Alors que l'extérieur de la zone de sécurité a été presque entièrement évacué, l'effort de ratissage se concentre dans la zone elle-même sur une superficie d'environ 4 km². Le reste de la population de Nankin est littéralement entassé. Le commandement de l'armée japonaise assigne des secteurs de la zone de sécurité à certaines unités afin de séparer les soldats déguisés des civils. Fait qu'on va revenir sur cette zone de sécurité. Les Japonais ont pleinement le contrôle de la ville. Le rideau tombe et la nature animalière la plus sauvage se révèle. Et c'est là que le plus sordide commence. Ça va partir un peu partout, dans tous les sens. J'ai essayé de conserver ça cohérent. Je te dirais que depuis tantôt, ça part un peu dans toutes les Ouais, sens. non, mais là, là, on est vraiment sur le On massacre. te suggère dans le chat de postuler pour prof d'histoire. Shit, non. Je serais pas capable. J'aurais pas de patience avec les élèves. On va finir que ça va être un massacre dans une cour d'histoire. Genre. Ça serait bon, ça. Fait que là, on est vraiment dans qu'est-ce qu'on appelle le massacre de Nankin. Pam m'a dit qu'elle a peur d'avoir ses questions d'examen à la fin du cours. Fait que un tiers de la ville est détruite par les incendies volontaires. Selon certains rapports, les troupes japonaises mettent le feu aux bâtiments gouvernementaux nouvellement construits, mais aussi aux maisons de beaucoup de civils. Les zones en dehors des murs de la ville sont largement détruites. Les soldats pillent les pauvres et les faibles. Le manque de résistance des troupes et des civils chinois à Nankin signifie pour les soldats japonais qu'ils sont libres de piller les richesses de la ville comme ils l'entendent. Il en résulte un pillage et un cambriolage généralisé. Le 17 décembre, John Raby écrit en tant que président du comité international une plainte à Kiyoshi Fukui, second secrétaire de l'ambassade japonais. Tu sais, genre, je suis fâché, je vais écrire une grosse lettre pendant que tout le monde se fait massacrer puis piller. Ça ressemblait à ça, genre. Diplomatie règle tout. Ah ouais. Fait que la lettre va dessus. Ben, j'ai un extrait, là, j'ai pas la lettre au complet. Là. En d'autres mots, le 13, lorsque vos troupes sont entrées dans la ville, nous avions rassemblé presque toute la Le lendemain de ta fête, ça. C'est le lendemain de ma fête, la fête de mes filles. La population civile dans une zone dans laquelle il y a eu très peu de destruction par les obus et par le pillage des soldats chinois. Oui, c'est vrai, parce que les Chinois aussi ont pillé. Même en pleine retraite, les 27 occidentaux de la ville à ce moment et notre population chinoise ont été totalement surpris par le règne de vol, viol et assassinat instauré par vos soldats le 14. Tout ce que nous demandons dans notre protestation est que vous restauriez l'ordre au sein de vos troupes et que la vie de la cité redevienne aussi normale que possible. Dans le dernier processus, nous étions heureux de coopérer de quelque façon que ce soit, mais même la nuit dernière, entre 20 et 21 heures, lorsque 5 membres occidentaux de notre personnel et du comité ont visité la zone pour observer les conditions, nous avons trouvé aucune patrouille japonaise ni dans la zone ni dans l'entrée. Le 13 décembre 1937, Raby écrit dans son journal intime « Ce n'est que lorsque l'on visite la ville que l'on apprend l'ampleur des destructions. Nous rencontrons des cadavres tous les 100 à 200 mètres. Les corps des civils que j'ai examinés avaient des trous de balles dans le dos. Ces personnes étaient vraisemblablement en fuite et ont été tuées par derrière. Les Japonais marchent à travers la ville par groupes de 10 à 20 soldats et pillent les magasins. Je les ai vus de mes propres yeux car ils ont pillé le café de notre boulanger allemand Herr Kilslin. L'hôtel Hempel a été cassé comme presque chaque boutique sur la rue Chongchang et Taiping. Le 10 février 1938. Mais toi, tu commences à trouver longue ton intro. C'est parfait, man. Le 10 février 1938, le secrétaire de légation de l'ambassade allemande Rosen écrit à son ministère des Affaires étrangères à propos d'un film tourné en décembre par le révérend John Maggi. Si vous voulez, il dure à peu près 17 minutes. Il n'y a pas de son, mais c'est les images réelles du massacre de Nankin.
Vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est pas Jojo. Même si c'est pas en HD. Oui, c'est ça. Il recommande son achat, d'acheter le film. Voici un extrait de la lettre qui décrit certains des clichés. La lettre est conservée aux archives politiques du ministère des Affaires étrangères à Berlin. On commence. Durant le règne de... Mais là, Mamie Pam m'a posé une bonne question. Hein. Ben, je le vois pas. Ouais, ben oui, mais moi, je le vois. Fait que je vais te ouais. le dire. C'est quoi le calice de lien avec le Ben? C'est l'album concept, parle juste de ça. OK, all right. Je l'ai dit au début. Elle m'a pas écouté. Elle passera pas l'examen. C'était long, fait qu'on s'est mais perdu. Fallait que je place les endroits. Let's go, ça part. Fait que durant le règne de la terreur japonaise à Nankin, qui en tout cas continue à ce jour dans ses proportions incroyables, le révérend John Magee, membre de la mission de l'Église épiscopale américaine, qui est sur place depuis près de 25 ans, a filmé des images qui sont un témoignage éloquent des atrocités perpétrées par les Japonais. Nous allons maintenant entendre et voir si les hauts officiers japonais réussiront, comme ils l'ont promis, à stopper les activités de leurs troupes qui continuent encore aujourd'hui. Évidemment, ça a été écrit pendant le siège. Le 13 décembre, environ 30 soldats sont venus à la maison chinoise aux 5 rue Ising, Lukou, dans le... Ah, j'ai écrit ça, mais c'est en chinois, mais j'ai de la misère. Dans le quartier sud... C'est correct, papy, on aurait toute la misère. Dans le quartier sud-est de Nankin, et ont demandé à entrer. La porte a été ouverte par le propriétaire, un musulman appelé Ha. Ils l'ont tout de suite tué avec un revolver et également Madame Ha, qui s'est agenouillée devant eux après la mort de son mari, les suppliant de ne tuer personne d'autre. Madame A leur a demandé pourquoi ils ont tué son mari et ils ont tiré dessus. Madame A rampé jusqu'en dessous d'une table dans la salle des invités où elle a tenté de se cacher avec son bébé âgé d'1 an. Après avoir été déshabillée et violée par un ou plusieurs hommes, elle a reçu un coup de baïonnette dans la poitrine et une bouteille a ensuite été introduite dans son vagin. Le bébé a été tué à la baïonnette. Certains soldats sont ensuite allés dans la pièce suivante où se trouvaient les parents de Madame Ha, âgés de 76 et 74 ans, et ses 2 filles de 16 et 14 ans. La grand-mère a essayé de protéger les 2 filles du viol des soldats. Ils l'ont tuée avec un revolver. Le grand-père a saisi le corps de sa femme et a été tué. Les 2 filles ont été ensuite déshabillées, la plus âgée violée par 2 ou 3 hommes et la plus jeune par 3 hommes. La fille la plus âgée a été poignardée et un bâton introduit dans son vagin. La plus jeune a reçu des coups de baïonnette, mais a été épargnée du traitement horrible subi par sa sœur et sa mère. Les soldats ont ensuite... Ben, elle n'a pas tant été épargnée que ça, là. Ben, elle n'est pas morte. Ouais, rendu là. Elle n'est pas morte. Oui, mais rendu là. Elle n'est pas morte. Papy, tu viens de voir tout le monde mourir en avant de toi. Tu viens de te faire violer, poignarder. Rendu là. Elle n'est pas morte! Les soldats ont ensuite donné des coups de baïonnette à un autre sœur de 7-8 ans qui était aussi dans la pièce. Les derniers meurtres dans cette maison sont ceux des 2 enfants des A, âgés respectivement de 4 et de 2 ans. Le plus âgé a été tué à la baïonnette et le plus jeune à l'épée. Petit coup dans le melon. Ce n'est qu'un début. Les femmes enceintes sont assassinées recevant souvent des coups de baïonnette dans l'estomac, parfois après avoir été violées. Tang Shuang, survivant et témoin d'un des massacres systématiques de l'armée japonaise, témoigne. La 7e et dernière personne de la première rangée était une femme enceinte. Le soldat pensait qu'il pourrait tout aussi bien la violer avant de la tuer. Alors, il l'a tirée hors du groupe à un endroit situé à une dizaine de mètres. Alors qu'il essayait de la violer, la femme a résisté avec vigueur. Le soldat l'a violemment poignardée dans le ventre avec une baïonnette. Elle a poussé un dernier cri lorsque ses intestins sont sortis. Ensuite, le soldat a poignardé le fœtus avec son cordon ombilical clairement visible et l'a jeté à côté.
Il a pratiqué un avortement. Il a pratiqué un avortement. Sans consentement, mais ouais. Traditionnel. C'est tabarnak, il y a traditionnel puis homemade, là. Selon le vétéran de la marine Choup Mitani... On dirait que je sais pas comment réagir. Je suis comme... Ah! Qu'est-ce qui... T'es en ligne, puis là, tu vois comme... Ah! On va se faire violer, c'est très... Ah non! Ah non! Elle se fait avertir. Ah! C'est pas mieux. Selon le vétéran de la marine Choup-Mitani, l'armée utilisait un coup de trompette qui signifiait « tuer tous les Chinois qui s'enfuient ». Des milliers ont été emmenés et exécutés en masse dans une excavation connue sous le nom « Fossé aux 10 000 corps ». Une tranchée mesurant environ 300 mètres de long et 5 mètres de large. Alors, un peu plus que 30, ça. Ouais, c'est 300 mètres de long. C'est long. Qu'aucun décompte précis n'a été conservé, les estimations du nombre de victimes enterrées dans ce fossé vont de 4 000 à 20 000 personnes. Toutefois, la plupart des chercheurs et des historiens considèrent qu'il y en a eu plus de 12 000. C'est un petit fossé bien rempli, là. Le 6 août 1937, le ministère de l'Armée ratifie la proposition de son armée de supprimer les contraintes des lois internationales sur le traitement des prisonniers chinois. Cette directive conseille également aux officiers d'arrêter d'utiliser le terme de prisonnier de guerre. Puis j'aimerais préciser, le 6 août, c'est avant qu'ils essaient d'envahir. OK. Dès la chute de la ville, les troupes japonaises se lancent dans une recherche obstinée des anciens soldats, parmi lesquels des milliers de jeunes hommes sont capturés. Beaucoup sont emmenés près de Yangtze-Jiang, où ils sont exécutés à la mitrailleuse. Ce qui semble être le plus important massacre de troupes chinois a lieu sur les berges du fleuve le 18 décembre. Les soldats japonais prennent la plupart de la matinée à attacher les mains des prisonniers de guerre ensemble et dans le crépuscule les divisent en 4 colonnes avant d'ouvrir le feu sur eux. Incapables de s'enfuir, les prisonniers ne peuvent que crier et tomber dans le désespoir. Les mitrailleuses retentissent pendant 1 heure. Les soldats achèvent ensuite les prisonniers individuellement à la baïonnette. Beaucoup de cadavres sont ensuite jetés dans le Yangtze-Jiang. On estime qu'environ 57 500 prisonniers de guerre chinois ont été tués. Mais n'oubliez pas, ce n'est plus des prisonniers chinois. Ils ont enlevé le traité de paix, whatever, là. Les troupes japonaises réunissent 1300 soldats et civils à la porte Taiping et les tuent. Les civils sont explosés par des mines, puis aspergés d'essence avant d'être brûlés. Les quelques survivants sont achevés à la baïonnette. C'était pratique, la baïonnette dans le temps. La fameuse baïonnette. Ah ouais. Hef Tillman Durbin et Archibald Steele, 2 journalistes américains, rapportent avoir vu des corps de soldats chinois formant des monts de près de 2 mètres de haut à la porte Jiangjiang. Au nord, Durbin, qui travaille pour le New York Times, fait un tour dans la ville avant de la quitter. Il entend des tirs de mitrailleuses et voit des soldats japonais exécutés. Ils sont pas nerveux, pareil, hein? Je pense qu'ils étaient très nerveux. Je pense qu'ils se sont dit, gars, on prend, puis on prend 2-3 photos, puis on décrisse. Ouais, mais c'est ça, Ils sont allés. Ouais. Ils sont pas nerveux, pareil. T'as-tu vu... moi, cette petite passe-là m'a fait penser au film Guerre civile. C'est des journalistes qui s'en vont dans un conflit. Non, j'ai pas vu ça. Puis c'est ça. T'es là, c'est comme l'adrénaline du moment de prendre le cliché. Là. Ouais, c'est spécial comme métier. Ouais. Quand même. Il me semble que je ferais ça. Pas étonné. Ils entendent des tirs de mitrailleuses et voient des soldats japonais exécuter près de 200 Chinois en 10 minutes. 2 jours plus tard, dans son article dans le New York Times, il affirme que les rues sont jonchées de cadavres de civils, dont des femmes et des enfants. Selon le témoignage du missionnaire Ralph L. Phillips du comité d'enquête de l'Assemblée d'État des États-Unis, il est, je le cite, forcé de regarder pendant que des Japs écorchaient un soldat chinois et grillaient son cœur et son foie et l'ont mangé. Nice, le cannibalisme embarque. Le cannibalisme embarque. On coche, là, on coche. Fait que je reviens à une zone de sécurité fut établie pour protéger les étrangers et les non-asiatiques.
Là, on tombe sur la zone protégée que j'avais parlé avant, fait par John Raby, notre nazi préféré pour l'instant. Les troupes japonaises respectent dans une certaine mesure la zone. Aucun obus n'est tiré sur cette partie de la ville, mis à part certains tirs isolés. C'est genre, oups, ça arrive, là. On l'a échappé, celle-là. Là. C'est ça. Durant le chaos suivant l'attaque de la ville, certaines personnes sont tuées dans la zone. Plate qu'ils l'ont pas échappé sur le nazi. Inquiète-toi pas, je finis avec lui. Hein. La sécurité, mais les crimes perpétrés dans le reste de la ville sont bien plus nombreux. Les soldats japonais commettent toutefois des actions dans la zone de sécurité qui font partie du massacre de Nankin. Le comité international interpelle un certain nombre de fois l'armée japonaise par l'intermédiaire de John Raby, qui utilise sans grand succès sa position de membre du parti nazi. C'est non, ça! C'est pas gentil! Sortez de la zone de sécurité! Il est bien placé pour parler, lui. Raby écrit que parfois les Japonais entrent dans la zone à volonté pour enlever des centaines d'hommes et femmes afin de les exécuter ou de les violer puis de les tuer à l'extérieur de la zone. Hey, toi, viens ici, viens. Non, tu vas pas. Viens. Oh, sorti. OK, violez-la! Tu sais, ça ressemblait à ça, là. Le 5 est... Ils sont un peu épais de leur faire confiance aussi, là. Ouais, yeah. Le 5 février 1938... Hey, fuck you! Je vais rester ici. Pas grave, on va venir te chercher. Fuck. Le 5 février 1938, le comité international transmet à l'ambassade japonaise 450 cas de meurtres, viols et désordres généraux commis par les soldats japonais qui ont été rapportés après que les diplomates américains, britanniques et allemands sont retournés dans leur ambassade. Et voici quelques exemples de cas écrits par ces gens très fâchés. Ils sont fâchés, fait qu'ils écrivent des lettres. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est genre cas numéro 5. Dans la nuit du 14 décembre, il y a plusieurs cas de soldats japonais s'introduisant dans des maisons et violant ou enlevant des femmes. Ceci a créé un mouvement de panique et des centaines de femmes sont venues se réfugier dans le campus du collège Gingling hier. Et le collège est dans la zone de sécurité. Tu sais. Mm-hmm. Les méchants. Cas numéro 10. Dans la nuit du 15 décembre, un certain nombre de soldats japonais sont entrés dans l'université de Nanking à Taoyuan et ont violé 30 femmes sur place, certaines par 6 hommes. Léger. Bukaki. Tabarnak, je pense. Non, je pense. Ça vient de là. Ouais, mais ça vient des Japonais. Mais le terme bukaki, c'est un terme qui a été détourné. Ça voulait juste dire genre comme crémé. Ouais. Puis là, ça a venu à une affaire. Mais on reviendra. Ouais, crémé. Ouais, c'est ça. Cas numéro 13. Le 18 décembre à 16h, au numéro 18 Iolu, des soldats japonais ont demandé une cigarette à un homme et comme il hésitait, un des soldats lui a asséné un coup de baïonnette sur le côté de la tête. L'homme est maintenant à l'hôpital universitaire et ne va pas survivre. Passe-moi une clope, non. Drastique. Drastique. Cas 14. Le 16 décembre, 7 filles âgées de 16 à 21 ans ont été enlevées dans le collège militaire. 5 sont revenues. Chaque fille a été violée 6 ou 7 fois par jour, rapporté le 18 décembre. Ils sont comme partis, ils ont été violés, ils ont réussi à revenir, mais quelques-unes ont réussi à... Cas numéro 15. Il y a environ 540 réfugiés entassés aux 83 et 85 de la rue de Canton. Cas numéro 15, mais ça n'inclut comme 300 personnes. Ouais, 540 réfugiés entassés aux 83 et 85 de la rue de Canton. Plus de 30 femmes et filles ont été violées. Les femmes et les enfants pleurent toutes les nuits. Les conditions hors de la zone sont pires que ce que nous pouvons décrire. S'il vous plaît, aidez-nous. On finit le camp en disant qu'on a besoin d'aide. Cas numéro 16. Une fille chinoise du nom de Lo, qui avec sa mère et son frère vivait dans un centre de réfugiés, a reçu une balle en pleine tête par un soldat japonais. Elle avait 14 ans. Le fait s'est produit près de Yungsu, un temple au bord de la zone pour réfugiés. T'sais, c'est comme, elle est dans la zone. Si je tire par là, puis par erreur, la balle y touche, je suis pas responsable. Bang. En tout cas. C'est ça. Cas numéro 19. Le 30 janvier, vers 17h,
Monsieur Song, du séminaire théologique de Nankin, a été accueilli avec plusieurs centaines de femmes suppliant de ne pas rentrer chez elle. Le 4 février. Elles ont dit qu'il n'est pas besoin de retourner chez elles au risque de se faire violer, voler ou tuer. Une vieille femme de 62 ans est retournée chez elle près de Hansimen et les soldats japonais sont venus pendant la nuit pour la violer. Elle a dit être trop vieille, dont les soldats l'ont éperonnée avec un bâton, mais elle a réussi à survivre pour revenir. Ils l'ont poqué trop fortement avec un bâton. J'avais catché. C'est bon. Trop bien pour qu'on te touche. All right. On débarrasse de toi aussi. Le tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient a estimé que 20 000 femmes, dont des petites filles et des femmes âgées, furent violées. Les soldats japonais... Hein? Âgés plus que mûrs, furent violés. Les soldats japonais pénétrant systématiquement dans les maisons, sortant les femmes pour les violer collectivement. Une fois violées, les femmes étaient tuées, souvent poignardées à la baïonnette. Parfois après avoir été victimes de mutilations explicites ou d'actes de barbares, comme celles retrouvées avec un long bâton de bambou ou d'autres objets introduits dans le vagin. Il y a un trou, il faut le remplir. Tabarnak. C'est comme... pas le choix de faire des jokes rendus là. Chris, c'est tellement over the top, là. Le 19 décembre 1937, le révérend James M. McCallum écrit dans son journal intime « Je ne sais pas quand cela se terminera. Jamais je n'ai entendu ou lu autant de brutalité. Viol, viol, viol. Nous estimons au moins 1000 cas par nuit et beaucoup de jours. » 1000 cas par nuit? Ouais. En cas de résistance ou tout ce qui ressemble à une réprobation, il y a un coup de baïonnette ou une balle. C'est que la majorité sont tués en plus, hein? Ouais. C'est ça qu'on appelle un massacre, mon ami. Ouais, je sais. Les gens sont hystériques. Les femmes sont emportées chaque matin, après-midi et soir. Toute l'armée japonaise semble libre d'aller et venir comme elle veut et de faire ce qui lui plaît. Le 7 mars 1938, Robert O. Wilson, un chirurgien de l'hôpital universitaire américain dans la zone de sécurité, écrit dans une lettre à sa famille « Une estimation prudente de personnes abattues de sang-froid se situe à environ 100 000, y compris bien sûr des milliers de soldats qui avaient déposé leurs armes. » Attends, il manque de sourire, là. Voici 2 extraits de ces lettres des 15 et Comment tu veux qu'on sourie, esti? Je suis en train de mourir en dedans. Tabarnak. Voici 2 extraits de ces lettres de Robert Wilson des 15 et 18 décembre 1937 à sa famille. Il écrivait ça à sa famille, genre. Le massacre de civils est épouvantable. Je pourrais écrire des pages de cas de viol et de brutalité presque incroyables. 2 morts vivants passés à la baïonnette sont les seuls survivants de 7 balayeurs de rue qui étaient assis sur leur siège lorsque les soldats japonais sont arrivés sans avertissement ou raison et ont tué 5 d'entre eux et blessé les 2 qui ont réussi à trouver le chemin jusqu'à l'hôpital. Laissez-moi... Ça, c'est comme un autre extrait. Laissez-moi raconter certains cas qui ont eu lieu. Ces 2 derniers jours, la nuit dernière, la maison d'un des membres chinois du personnel de l'université a été détruite et 2 des femmes qui sont parentes avec lui ont été violées. 2 filles d'environ 16 ans ont été violées à mort dans un camp de réfugiés. Dans l'université où se trouvent 8000 personnes, les Japonais sont venus 10 fois dans la nuit, passant au-dessus du mur pour voler de la nourriture, des vêtements et violer jusqu'à satisfaction. Ils ont donné 5 coups de baïonnette à un petit garçon de 8 ans, dont un dans l'estomac. Gang, c'est sa dernière feuille, ça l'achève. Une partie de ça l'achève. Hey. Je sais que la partie d'histoire au début était terminable, mais qui savait que ça allait être la meilleure partie? C'est la plus légère. Tabarnak. Garçon de 8 ans, dont il a été poignardé, un dans l'estomac, une partie de son épi bloom, grand repli de péritoine qui se flotte au devant de l'intestin. Là, ici, grêle. Se retrouvant hors de son abdomen, je pense qu'il va vivre.
Dans son journal intime, John Raby rencontre des atrocités japonaises. Ainsi, le 1er décembre, il écrit « 2 soldats japonais ont escaladé le mur du jardin et étaient sur le point de pénétrer dans notre maison. Lorsque je les ai aperçus, ils ont prétendu avoir vu des soldats chinois escalader le mur. Quand je leur ai montré mon badge du parti, ils sont repartis par le même chemin. Dans une maison de la rue étroite qui passe derrière le mur de mon jardin, une femme a été violée et ensuite blessée à la baïonnette au niveau du cou. J'ai réussi à trouver une ambulance pour l'emmener à l'hôpital Kulu. La nuit dernière, près de 1000 femmes et filles ont dit avoir été violées, dont environ une centaine dans le collège pour filles de Jingling. Vous n'entendez... Qui était dans la zone, ça. Ouais, c'était dans la zone. C'est la zone protégée. Là. Ouais. Ouais. Je peux continuer. Vous n'entendez rien d'autre que des viols. Si les maris ou frères interviennent, ils sont abattus. Tout ce que vous entendez et voyez n'est que brutalité, bestialité des soldats japonais. Il existe aussi, je reviens dans mon texte, là, c'est plus la lettre du... Il existe aussi des rapports de troupes japonaises forçant des familles à commettre des actes d'inceste. Les fils sont contraints de violer leur mère et les pères de violer leurs filles. Une femme enceinte qui a été violée par plusieurs Japonais a donné naissance à son bébé quelques heures plus tard. Le bébé semblant toutefois être sain et sauf. Les moines qui ont fait vœu de célibat sont également forcés de violer des femmes. Ils sont pas en couple. Ils sont pas en couple, c'est correct, ils trompent personne. Environ 2 mois de siège et d'atrocités. Fin janvier 1938, l'armée japonaise force tous les réfugiés de la zone de sécurité à rentrer chez eux, déclarant dans le même temps que l'ordre est rétabli. Juste 2 mois. Après la Tout ça en 2 mois, man. Ah, Chris, faut être efficace, là! Oh my God. Après la mise en place de Wingzhing Shangfu, le gouvernement de collaboration en 1938, l'ordre est petit à petit restauré à Nankin et les atrocités des troupes japonaises diminuent considérablement. Le 18 février 1938, le Comité international de la zone de sécurité de Nankin est renommé la Force Comité international de secours de Nankin et la zone de sécurité cesse effectivement d'exister. Les derniers camps de réfugiés sont fermés en mai 1938. Il n'est pas encore fini. Il n'existe pas d'explication apparente pour ce sinistre événement. Les soldats japonais qui espéraient une victoire facile ont au contraire combattu pendant des mois et ont subi plus de pertes que de prévu. Ils étaient las, en colère, frustrés et fatigués. Les femmes chinoises étaient sans défense, les hommes sans pouvoir ou absents. La guerre, bien que non déclarée, n'avait pas de but bien précis. Peut-être tous les Chinois, quel que soit leur âge ou sexe, semblaient marqués comme victimes et défouloirs. Puis là, on va finir sur une note positive. Comment? Selon les sources, Raby aurait sauvé entre 200 000 et 250 000 Chinois. Fait qu'avant un certain temps, les nazis étaient peut-être pas si méchants que ça. Non. Même à ça. Ah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Puis je vous conseille vivement d'écouter cet album-là. Il est vraiment bon. Il est rempli d'histoires. Il est rempli d'histoires. Puis les vidéoclips, je sais que c'est pas ta tasse de thé, mais tu sais, des tunes de 7 à 8 minutes, c'est pas ta tasse de thé. Mais chaque vidéoclip de cet album-là, c'est vraiment comme un court-métrage vraiment beau. All right. Qui rend hommage à ce qui s'est passé à Nankin. Tu nous rappelles, parce que je suis sûr que tout le monde se rappelle. Le groupe s'appelle Black Kirin, l'album Nankin Massacre. C'était léger, hein? C'était plus léger la dernière fois. Hein? C'est ça qui arrive. On rentre dans l'histoire parce que ça a l'air que tout était mieux avant. Je sais pas si je dois te dire merci ou va chier, mais c'était ça pour ce soir. C'était ça? Vous pouvez nous suivre sur toutes vos plateformes de streaming sociaux préférées. Ouais, whatever. si vous voulez nous encourager, vous pouvez aller sur Patreon. Exactement. Sur Patreon, la meilleure place pour nous encourager un petit peu monétairement. Sinon,
Ça va sortir probablement demain, là, cet épisode-là. Fait que on est au Poudza Fest en fin de semaine, samedi 4h. Toi, tu seras pas là, Papy Joe, mais Non, je serai pas. J'avais pensé faire cet épisode-là. Je suis content que tu l'aies fait ici. Ouais, ça va être au Poudza Fest samedi à 16h en live avec Maxime Gervais et les petits trous de balle en entrevue. Fait que si vous voulez passer, nous allons être là au Blue Dog sur Saint-Laurent. C'est super. C'est super. Venez nous dire un petit coucou. Il y a plein d'autres podcasts qui enregistrent. Là. Il y a le Clash Podcast, il y a l'Album Podcast, il y a le podcast des playlists, il y a C'est quoi ton ban? Il y a le Punk Latte Podcast, fait un petit retour pour le Poudza. Ah ouais, nice. Ouais. Puis il y a Sans Retenue aussi qui vont être là. La paire d'écouteurs. En tout cas, on est une petite gang. Sans retenue, ça me fait penser aux Japonais quand ils sont rentrés dans Nankin. All right. OK, let's go. Fait qu'on se laisse là-dessus. Ceux-là qui sont sur le live Twitch, Papy Joe nous a préparé un petit quelque chose. Vous comprendrez qu'on va prendre un petit 5 minutes moi, je suis chaud, là! Pour se remettre de tout ça. Et on vous revient dans pas trop long. À tout de suite. Tantôt.